Je n'aurais jamais dû lui ouvrir la porte ce soir-là, pas à lui, mais quand nos regards se sont croisés dans l'encadrement, j'ai su que quelque chose allait déraper. Ce n'était pas prévu, juste un dîner, quelques idées pour son sermon. Pourtant, au fond de moi, j'avais peur. Pas de lui, mais de ce que j'étais prêt à ressentir. Je n'aurais jamais dû lui ouvrir la porte ce soir-là, pas à lui, mais quand nos regards se sont croisés dans l'encadrement, j'ai su que quelque chose allait déraper. Ce n'était pas prévu. Juste un dîner, quelques idées pour son sermon. Pourtant, au fond de moi, j'avais peur. Pas de lui, mais de ce que j'étais prêt à ressentir. Je m'appelle Noah, j'ai 29 ans, et je vis depuis quelques mois dans un petit bourg du nord de la Californie. Ici, personne ne sait qui j'étais avant, et c'est exactement ce que je cherchais. Une rupture, un déménagement, un silence. La forêt m'a toujours rassuré, plus que les gens, c'est dans ce calme que j'ai rencontré Elijah. Pasteur depuis plus de 10 ans, il était respecté, écouté, parfois craint. Il n'avait rien d'un homme en conflit. Pourtant, dès notre première conversation, j'ai senti une faille, ou peut-être une vérité qu'il ne disait à personne. Il m'a parlé de la nature, du doute, de sa femme décédée. Moi, j'ai simplement écouté. Et c'est devenu une habitude, on s'est revus, souvent, trop souvent. Café le matin, marche l'après-midi, à chaque fois, la conversation allait plus loin. Ce n'était plus seulement cordial. Il y avait des silences qui disaient plus que nos mots, des gestes qui frôlaient la frontière entre l'innocence et l'aveu. Une fois, il a posé sa main sur mon épaule. Je n'ai pas bougé, ni lui. Il m'a appelé un soir. Il voulait parler de son prochain sermon. Il disait qu'il avait besoin de recul, d'un avis extérieur. J'ai accepté, mais mon cœur battait comme s'il savait déjà que ce ne serait pas une simple discussion. Quand je suis arrivé chez lui, il m'a souri comme d'habitude, mais ses yeux évitèrent les miens. Il a parlé du repas, du sujet du sermon, de la pluie prévue demain. Rien n'avait de poids, c'est moi qui ai brisé le silence. Je lui ai demandé s'il allait bien, il a hoché la tête, puis s'est arrêté. Non, a-t-il soufflé. Il a dit qu'il était fatigué de jouer un rôle, qu'il n'en pouvait plus d'étouffer ce qu'il ressentait. J'ai senti un nœud dans ma gorge, j'aurais dû fuir, détourner la tête, changer de sujet, mais je ne l'ai pas fait. Il s'est rapproché, lentement. Il ne m'a pas touché, pas encore, il a seulement murmuré « Dis-moi que je ne suis pas seul ». Et j'ai su que le fil sur lequel nous marchions depuis des semaines était en train de céder. Je ne l'ai pas embrassé, il ne m'a pas pris dans ses bras. Ce n'était pas une scène volée à un film romantique, c'était plus brut. Deux hommes, chacun en déséquilibre, cherchant une vérité dans le regard de l'autre. Et cette vérité faisait peur. Il s'est levé, est allé vers la fenêtre, dos à moi. « Si je continue comme ça, je vais me perdre », a-t-il dit. J'ai murmuré. Peut-être qu'il est temps de se trouver. Il s'est retourné, les yeux brillants d'émotion retenue. On n'a pas franchi de ligne ce soir-là, mais elle était là, juste entre nous, fine comme une lame, et chacun savait que la franchir changerait tout. En rentrant chez moi, je n'ai pas trouvé le sommeil. Ces mots tournaient en boucle. Et cette question, est-ce que je suis prêt à tout remettre en jeu pour quelqu'un dont la vie repose sur les apparences? Peut-être, peut-être pas. Mais une chose est certaine, il n'était plus juste un pasteur, et moi, je n'étais plus un simple inconnu dans cette ville. Le lendemain, il m'a écrit un simple message. Merci d'avoir écouté sans juger. Ce n'était pas grand-chose, mais ça m'a touché plus que je ne voulais l'admettre. 1 heure plus tard, j'étais dehors, à marcher sans but, le téléphone serré dans ma main. L'air frais me faisait du bien, mais mon esprit restait ailleurs. Je ne savais pas où cette histoire allait nous mener, mais elle avait déjà commencé. Et je sentais au fond de moi qu'on ne reviendrait pas en arrière. Il suffisait d'un mot, une phrase, même chuchotée, aurait pu briser le silence. Mais ni lui, ni moi, n'avons trouvé le courage de parler ce matin-là. Pendant plusieurs jours, tout est resté figé. Pas de message, pas de rencontre imprévue. Juste un vide étrange, comme si cette tension silencieuse avait avalé tout le reste. Pourtant, rien n'avait été dit, rien n'avait été fait. Mais on savait. On savait que quelque chose s'était déplacé. Puis le mercredi, son nom est apparu sur mon écran. « Tu as un moment ? J'aimerais te montrer un endroit ?» Le message était bref, sans détour. Je l'ai lu 2 fois avant de répondre. Mon cœur s'est serré. J'ai écrit « D'accord, dis-moi où ». Il a choisi un sentier peu fréquenté, une montée raide vers un belvédère que je connaissais à peine. Un endroit isolé, trop parfait pour ce qu'il avait à dire. Quand je suis arrivé, il était déjà là, debout, regardant la vallée en contrebas. Il m'a salué d'un simple geste, sans mots. On a marché sans trop parler. Le sentier était étroit, et parfois nos mains se frôlaient. Mon esprit hurlait, mais je gardais le silence. Au sommet, il s'est assis sur un rocher, moi aussi. Il a attendu longtemps avant de se tourner vers moi. « J'ai reçu une proposition », a-t-il dit. Je n'ai pas compris tout de suite. Il a expliqué, une église à Seattle cherchait un nouveau pasteur, une grande ville, un endroit où il pourrait disparaître dans la foule, recommencer ailleurs, loin du regard des autres. « Tu comptes accepter ?» ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Il ne savait pas encore, il m'a regardé avec une sincérité désarmante. « Et toi, tu as déjà pensé à partir d'ici ?» La question était simple, mais elle a frappé fort. J'ai répondu par une autre question. « Tu veux vraiment partir pour fuir ou pour vivre, enfin ?»
Il a souri tristement. Peut-être les deux. Le chemin du retour a été silencieux. Mais cette fois, ce n'était pas un silence gênant. C'était un silence rempli de décisions à venir, de doutes aussi. Car même si rien n'était encore décidé, une part de moi savait déjà que le temps qu'on partageait ici touchait à sa fin. Le lendemain, j'ai revu Elijah au marché. Il parlait à une paroissienne âgée, souriant, gentil, comme toujours. Mais quand nos regards se sont croisés, j'ai vu autre chose dans ses yeux, un mélange de peur et de promesses. Les jours ont passé, on s'est revus 2 fois. Brève conversation, regard prolongé. Il évitait le sujet de Seattle, moi aussi, mais il planait sur nous comme une pluie qu'on sait imminente. Une semaine plus tard, il m'a invité à dîner, encore, même maison, même ambiance, mais cette fois, il n'a rien simulé. « Je pars », a-t-il dit en versant du thé. Pas de vin, pas de bougie, j'ai accepté le poste. Dans 3 semaines, je serai à Seattle. Mon estomac s'est noué, il m'a tendu une enveloppe. Une seule chose, je veux que tu viennes, pas pour moi, pour toi, pour nous. J'ai regardé l'enveloppe, puis lui, ce n'est pas si simple, ai-je dit. Il a hoché la tête. Je sais, c'est pour ça que je te donne le choix. Cette nuit-là, je suis rentré avec un poids dans la poitrine. Le choix. Le pire des cadeaux, parfois. Je n'ai pas dormi, encore. Le matin, j'ai pris l'enveloppe, l'ai ouverte. À l'intérieur, une lettre. Pas d'ultimatum, juste des mots vrais. Tu m'as réveillé, Noah. Et je ne veux plus m'endormir. Je ne savais toujours pas quoi faire. Mais je savais que l'instant de décider approchait. Très vite. Le samedi soir, alors que je pensais à tout quitter, mon téléphone a vibré. Elijah, je pars demain pour quelques jours. Réfléchis. Et si tu veux, retrouve-moi au bord du lac jeudi. Là où tout a commencé. J'ai relu ce message plusieurs fois, puis je me suis couché sans répondre, mais je savais que j'irais. Il m'attendait. J'en étais certain, même si le message ne disait rien de plus. Juste un lieu, une heure et ce silence qui nous liait depuis le début. Je suis arrivé au lac un peu en avance. Le ciel était gris, l'eau calme et l'endroit vide. J'avais la gorge serrée, comme si chaque pas que je faisais vers cette rive me poussait à choisir un chemin que je ne pourrais plus quitter. Elijah est apparu une dizaine de minutes plus tard. Il n'a pas souri. Il s'est juste approché et s'est assis à côté de moi. « Merci d'être venu », a-t-il dit après un long silence. Sa voix tremblait à peine, mais je l'ai entendu. Il m'a raconté son séjour à Seattle, l'accueil des responsables de l'église, les rues animées, l'anonymat rassurant. Puis il a parlé de moi, de mon absence. J'ai marché chaque soir en pensant que tu serais là, quelque part, même si je savais que non. Je n'ai rien dit. J'écoutais, pris entre le soulagement de le revoir et la peur de ce qu'il attendait de moi. Il m'a regardé longtemps. Ce que je ressens n'a pas changé, Noah. Et je ne veux pas vivre une vie qui me ressemble pas. Mais je ne peux pas te forcer à faire ce saut. Je voulais répondre. Dire que moi aussi je ressentais quelque chose de vrai. Mais les mots restaient coincés. Alors j'ai posé ma main sur la sienne. Ce simple contact a tout dit. Il a baissé les yeux. Je dois prendre l'avion demain soir. Je reviendrai pour mes affaires le mois prochain. Mais ce sera bref. Un dernier regard, comme pour graver l'instant. Nous avons marché autour du lac, côte à côte. Aucune décision prise, aucune promesse faite. Juste la reconnaissance de ce lien étrange entre nous. Les jours suivants, j'ai repris le travail. Je parlais peu, dormais mal. Tout semblait en attente. Le temps, suspendu. Puis le dimanche matin, je suis allé à l'église. Par curiosité, par besoin, Elijah prêchait pour la dernière fois. Il parlait d'honnêteté, de courage, de vérité, sans jamais mentionner son départ explicitement. Mais ceux qui savaient, savaient. À la fin du service, je suis resté à distance. Il a salué des fidèles, esquivé les questions. Nos regards se sont croisés une fois. Il n'y avait pas de sourire, mais un accord silencieux. Il est parti le lendemain, un message seulement. « Merci pour tout, même pour ton silence. » La semaine a passé lentement, puis une autre, jusqu'à ce matin-là, où une lettre m'attendait sur le pas de ma porte, une enveloppe blanche. À l'intérieur, une photo de Seattle prise depuis un balcon. Au dos, 3 mots. La porte reste ouverte. Je suis resté assis longtemps, à regarder cette image, à ressentir son absence et à me demander si je n'étais pas en train de laisser passer quelque chose d'unique. Ce soir-là, j'ai marché jusqu'au point de vue sur la vallée, le vent était fort, j'ai fermé les yeux et j'ai su que j'avais déjà fait mon choix. Même si je n'avais encore rien dit à personne, les jours suivants, j'ai fait des recherches. Sur la ville, les quartiers, les offres d'emploi, j'ai même envoyé un email à un ancien collègue pour savoir s'il connaissait quelqu'un là-bas. Tout cela en silence, sans prévenir Elijah, parce que je ne voulais pas donner de faux espoirs. Parce que je ne savais pas encore si j'agissais pour lui ou pour moi. Le doute me rongeait. Et pourtant, chaque nuit, je rêvais de cette ville que je ne connaissais pas encore. Je m'imaginais là-bas, marchant à ses côtés, en homme libre, sans secret. Cette idée me hantait, pas comme une promesse, comme une possibilité. Et peut-être que c'était déjà suffisant pour tout changer. Je croyais avoir le temps. Encore quelques semaines, quelques nuits pour réfléchir. Mais parfois, les décisions qu'on repousse nous rattrapent sans prévenir. C'était un vendredi matin. Un appel inattendu. Elijah, sa voix était différente. Plus calme, presque résignée. Je suis revenu plus tôt.
j'emballe mes affaires, je pars mardi. Il n'a rien demandé de plus, juste ça. Comme une ligne posée sur le sable, je suis resté figé plusieurs secondes après avoir raccroché. Puis j'ai attrapé mes clés, sans même savoir pourquoi, je n'avais rien préparé, ni parole, ni réponse, juste un besoin urgent d'être là, une dernière fois, face à lui. Quand il m'a ouvert, il était seul, dans une maison à moitié vide. Des cartons empilés dans l'entrée. L'espace semblait déjà ne plus lui appartenir. Il a dit bonjour comme si c'était un adieu. Il m'a invité à entrer sans insister. On s'est assis à la table, pas un mot au début. Il m'a tendu une tasse de café, comme une habitude qu'on n'avait jamais vraiment eue, puis il a levé les yeux. « Tu sais pourquoi je t'ai appelé ?» J'ai hoché la tête, même si je n'étais pas sûr. Il a inspiré profondément. « J'avais besoin de te voir. Une dernière fois, sans attendre une décision. Juste toi et moi, sans attente. » Je ne savais pas quoi dire. Il m'a regardé, les yeux pleins d'un calme étrange. « Peu importe ce que tu choisis, je voulais que tu saches que tout ça, ça comptait vraiment. » Je n'ai pas répondu, j'ai juste posé ma main sur la sienne. Pas comme un geste d'amour, plutôt comme un ancrage. Une manière de dire « je suis là, encore, maintenant ». Il a souri, mais c'était un sourire triste. Il m'a parlé de sa nouvelle vie, d'un petit appartement qu'il venait de louer, d'une bibliothèque en face, d'un banc qu'il avait repéré et sur lequel il espérait me voir un jour. Je ne t'attendrai pas, Noah, mais je ne fermerai pas non plus la porte. Je suis resté jusqu'au soir. On a rangé quelques affaires ensemble, en silence, ou presque. Parfois, il me racontait un souvenir. Parfois, je lui parlais d'un arbre qu'on avait planté ensemble près de la rivière. Avant de partir, il m'a accompagné à la porte. « Tu es important pour moi. Peu importe la suite. » Il m'a pris dans ses bras, brièvement, pas un baiser, pas de promesse, juste un contact humain. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. En rentrant chez moi, j'ai compris que cette nuit serait différente, pas à cause de ce qui s'était passé, mais à cause de ce qui ne s'était pas dit. Les non-dits ont un poids, et celui-là pesait plus que je ne voulais l'admettre. Le lendemain, j'ai commencé à trier mes affaires, pas pour partir, pas encore, mais pour voir ce que je pourrais emporter, ce que je serais prêt à laisser derrière. Dimanche, je ne suis pas allé à l'église. Je suis allé marcher dans la forêt, seul. Chaque arbre semblait me poser la même question. « Qu'est-ce que tu attends ?» Et je n'avais toujours pas de réponse. Mais le soir, devant ma fenêtre, j'ai regardé le ciel s'assombrir. Et j'ai su. Je n'avais peut-être pas toutes les réponses, mais j'avais une certitude. Je ne voulais pas passer ma vie à me demander ce qui aurait pu être. Le lundi, j'ai envoyé un email, une simple demande d'entretien à Seattle. Le genre de geste qu'on fait sans y croire, mais qui change tout. Et au moment de cliquer sur « Envoyer », j'ai pensé à lui, à son regard, à sa voix. Peut-être que certaines histoires ne commencent vraiment qu'au moment où l'on décide de ne plus fuir. Il y a des choix qui ne crient pas. Ils murmurent, s'insinuent, lentement, jusqu'à devenir évidents. Le mien a pris la forme d'un billet d'avion réservé un lundi soir, sans tambour ni trompette. Juste un clic, un battement de cœur, et puis le silence. J'avais dit que je resterais, que je devais finir le projet de reboisement, que je n'étais pas prêt. Tout cela était vrai, mais ce n'était plus toute la vérité. Je ne pouvais plus ignorer ce que cette absence provoquait en moi. Elijah était parti depuis 3 semaines, et chaque jour, sans lui, me semblait moins vivant que le plus ordinaire de nos silences partagés. Je n'ai parlé à personne de mon départ, j'ai envoyé un email à mon patron pour demander une mise en disponibilité. Je lui ai écrit « besoin de distance, besoin de savoir ». Il a répondu par un simple « reviens si c'est toi que tu retrouves ». Le matin de mon départ, j'ai laissé ma cabane telle qu'elle. Rien ne pressait, si je devais revenir, elle serait là. Et si je ne revenais pas, elle appartiendrait au passé que j'acceptais enfin de quitter. J'ai atterri à Seattle sous une pluie fine. Je ne lui avais pas dit que je venais. Je ne savais même pas si je voulais le voir tout de suite. J'avais besoin de sentir cette ville, de m'y perdre un peu, de vérifier si le rêve tenait encore debout face à la réalité. Les premiers jours ont été étranges, ni euphoriques, ni effrayants. Plutôt comme marcher dans un livre dont on aurait déjà lu la première phrase sans connaître la suite. Je me suis promené, j'ai exploré, j'ai regardé les gens sans parler. Puis, un matin, je suis passé devant une église, et mon cœur a accéléré. Ce n'était pas celle où Elijah prêchait, mais elle lui ressemblait. Sobre, lumineuse, une affiche annonçait une série de conférences sur l'acceptation et le renouveau. Et là, son nom, Elijah Grant, conférencier invité le lendemain soir. Je n'ai pas réfléchi. J'ai noté l'adresse, et le soir venu, je m'y suis rendu. La salle n'était pas pleine, je me suis assise au fond. Il est apparu quelques minutes plus tard, vêtu simplement, l'air calme. Quand il a commencé à parler, ma gorge s'est serrée. Il parlait de changement, de la peur de quitter ce qu'on connaît, de ce que ça coûte de s'écouter vraiment. Il n'a pas mentionné son passé, ni moi, mais chaque mot semblait me traverser. Comme s'il parlait à ce quelqu'un qu'il avait laissé derrière. À la fin, il a salué quelques personnes, je suis resté en retrait, et puis nos regards se sont croisés. Il s'est arrêté, un pas deux, et puis il était là, face à moi.
Tu es venu » a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas si je le devais. Il a souri. Un vrai sourire cette fois. Pas celui des adieux, celui des recommencements. On a marché longtemps après ça, sans destination précise. Il m'a parlé de ses premières semaines, de ses doutes, de ses projets. Moi, je lui ai parlé de ce que j'avais ressenti en son absence, de cette impression que quelque chose me manquait, même quand tout allait bien. « Tu restes » a-t-il fini par demander. J'ai inspiré profondément. Je ne sais pas encore pour combien de temps, mais je suis là. Et je veux comprendre ce que c'est nous. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a simplement tendu la main. Je l'ai prise, et c'était suffisant. Les semaines suivantes, tout s'est fait lentement. Il n'y a pas eu de précipitation. Je me suis trouvé un logement temporaire, un petit contrat dans un parc urbain. On se voyait quelques fois par semaine, on se découvrait autrement, sans urgence, sans interdit. Un soir, en regardant le coucher du soleil depuis un pont, il m'a dit « Tu sais, je ne pensais pas qu'on aurait cette chance. » J'ai répondu « Moi non plus. » Et c'est peut-être ça, la vraie victoire, pas l'amour parfait, pas l'histoire idéalisée, mais cette capacité à choisir, même après la peur, même après l'incertitude. Aujourd'hui, cela fait 3 mois, je ne sais pas encore où cette route nous mène, mais je sais que je ne suis plus en fuite. Et lui non plus, certains liens ne crient pas, ils se construisent dans les silences, dans les gestes simples, dans le respect du rythme de l'autre. Et parfois, c'est là que naît ce qu'on n'osait même pas espérer. Dernier dimanche du mois. J'ai retrouvé Elijah sur ce banc près de la bibliothèque. Il lisait comme si rien n'avait changé. Mais quand il m'a vu, il a posé le livre et m'a dit « J'ai arrêté de prier pour oublier. Je commence à croire que ce qui nous arrive est peut-être une réponse. » Je me suis assis près de lui, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une paix que je croyais inaccessible.